Alain Chardonnans, historien fribourgeois. Avec vous, nous allons commenter et décrypter l'investiture de Donald Trump et les premières décisions du nouveau président américain. Alain Chardonnans, vous êtes historien spécialiste du continent américain. Tout d'abord, désolé que vous manquiez le moment le plus important de cette soirée parce que Donald Trump va prendre la parole ou a pris la parole en ce moment même. Justement, on a 2 mois après l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce que cette journée d'investiture, elle représente pour lui ? Ça symbolise la transmission pacifique du pouvoir de l'ancienne équipe à la nouvelle équipe. Mais je voulais juste vous dire encore que ça n'a pas toujours été au mois de janvier. Quelquefois, en tout cas pendant 2 siècles, c'était au mois de mars. Pourquoi au mois de mars ? Pourquoi 4 mois depuis l'élection de novembre jusqu'au mois de mars ? Tout simplement, il fallait dans les différents États aller collecter les données et compter les bulletins de vote. Et ensuite, il fallait transmettre ces bulletins de vote jusqu'à Washington. Imaginez, vous habitez la côte ouest, aller à cheval, ça prenait beaucoup de temps. Alors pourquoi, en tout cas, quel était le point de bascule qui explique ce changement de date ? Eh bien, on est en 1933, il y a une crise économique, le président Roosevelt vient juste d'être élu, on ne pouvait pas attendre 4 mois avant que le nouveau président prenne des décisions. Alors, on a décidé de reculer l'investiture de 2 mois. Et justement, on y est, l'investiture de Donald Trump. Qui est invité cette année pour son 2e mandat et qu'est-ce que ça représente, ces invitations ? Alors, normalement, on invite le vice-président, les membres du Congrès, les juges de la Cour suprême, des généraux, les ambassadeurs. Mais cette fois-ci, Donald Trump a décidé d'agir autrement. Il a décidé d'inviter, par exemple, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, le porte-parole de l'AfD, des représentants des partis nationalistes, je pense à Louis Alliot, je pense à Éric Zemmour. Ça montre avec qui il veut travailler. Car, à contrario, qui n'a-t-il pas invité ? Il n'a pas invité Ursula von der Leyen, il n'a pas invité Macron, il n'a pas invité Olaf Scholz. Ça montre effectivement qu'il veut tisser des liens avec les populistes, avec les souverainistes. Déjà une certaine couleur pour son mandat. Et d'ailleurs, hier dimanche, il a déjà annoncé la signature de 100 décrets dans les heures qui vont suivre sa prise de fonction. On rappelle que lors de son dernier mandat, il en avait signé un peu plus de 200 en 4 ans, donc c'est énorme. Et parmi les nouveaux, il y a lutter contre l'immigration en lançant le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine. C'est ces mots. Est-ce que c'est alarmant, ça ? Oui, vous savez, il y a à l'heure actuelle 11 millions de clandestins aux États-Unis. Mais ces clandestins, je vous donne l'exemple de la Californie, 75% des ouvriers agricoles qui travaillent dans l'agriculture en Californie sont des clandestins. Imaginez si on les renvoie, mais qui va récolter les fruits, qui va récolter les légumes ? D'ailleurs, certains économistes avancent même le chiffre suivant. Si on expulse la totalité des clandestins, il y aurait ça pourrait coûter 1700 milliards de dollars à l'économie américaine. Une décision aussi qui pourrait impacter directement la Suisse et le canton de Fribourg, c'est sa volonté d'augmenter les droits de douane de 2,5% à 20%. Concrètement, est-ce que ça changerait quelque chose pour le canton de Fribourg ? Oui, d'après les derniers chiffres que j'ai consultés, le canton de Fribourg a exporté pour 748 millions de francs aux États-Unis, essentiellement des produits alimentaires, des composants électroniques. Et si je regarde l'exemple du gruyère, le canton de Fribourg a exporté pour 3800 tonnes de gruyère AOP aux États-Unis. Les États-Unis représentent l'un des plus grands marchés pour le gruyère AOP. Donc imaginez, si tout à coup on met des droits de douane, 20% de droits de douane, mais qui va acheter du gruyère en sachant que le salaire moyen est de 4 000 $? On va revenir un peu sur la journée d'aujourd'hui, sa prise de fonction. Il a déjà été président, c'était en 2017. Mais cette année, Donald Trump est plus soutenu. Il y a moins de divisions dans son parti. Le Parlement et la Cour suprême est majoritairement républicaine. Est-ce que ça signifie qu'il a les pleins pouvoirs aujourd'hui, ou en tout cas qu'il a plus de pouvoir qu'en 2017 ? Oui, il a plus de pouvoir car son équipe est mieux préparée. Il avait déjà commencé les nominations durant la transition. Il a un congrès qui est à majorité républicaine, la Chambre des représentants, le Sénat, et quelque chose encore de plus important, il a la Cour suprême qui est majoritairement à coloration conservatrice. Donc imaginez, sur le long terme, un juge de la Cour suprême peut siéger 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc les juges qu'il a nommés lors de son précédent mandat vont continuer à exercer. Donc au point de vue sociétal, il y aura un impact. Mais est-ce qu'il existe un contre-pouvoir quand même
Alors, le seul contre-pouvoir, c'est pas la presse mainstream, c'est pas les manifestations, car Donald Trump s'en fiche. Par contre, ce sont les gouverneurs des États démocrates. À l'heure actuelle, il y a 23 États démocrates qui sont dirigés par des gouverneurs. Et là, ça peut être des pôles de résistance. Par exemple, un gouverneur, un État, a ses propres lois concernant l'éducation, la santé publique, la fiscalité, la protection de l'environnement, également l'immigration. Et puis, ces gouverneurs peuvent résister aux décisions prises par la future administration Trump. Justement, la future administration, il a déjà annoncé plusieurs de ses proches ou fidèles à des postes importants. On va parler brièvement d'Elon Musk, le patron de SpaceX et Tesla, qui devrait s'occuper de l'efficacité gouvernementale. Qu'est-ce que ça dit de son mandat à venir ? Il n'a peut-être pas pris les gens pour leurs compétences, bien qu'il y en ait quelques-uns de compétents, mais surtout pour leur loyauté. Vous avez parlé d'Elon Musk, moi je vais vous donner un autre nom, par exemple Linda McMahon, vous savez, c'est l'ancienne patron du catch américain, et elle a été nommée secrétaire chargée donc en charge de l'éducation. Vous voyez, ce sont des profils atypiques. Néanmoins, il y a quand même 2 personnes qui font l'unanimité. Il s'agit du sénateur Marco Rubio, en charge des affaires étrangères, et puis sa ministre de la Justice, donc Pam Jo Bondi, qui est une ancienne procureure, mais également l'ancienne avocate de Trump. Merci à vous, Alain Chardonnance, d'être venu nous expliquer tout ça. Et puis bonne soirée à vous devant la télé, je pense. Oui, exactement. Merci beaucoup.